Bonjour à vous, bienvenue. On n'attendait plus que vous pour commencer cette interview. Avant de présenter notre invité d'aujourd'hui, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-France, plus connue sous le nom de Woman on Tour, le nom de cette chaîne. Donc dans la playlist interview, j'aime bien aller à la rencontre de grands voyageurs, de personnes atypiques qui ont su à un moment donné changer leur vie grâce à des remises en question. Et aujourd'hui ne déroge pas à la règle. La personne que vous allez rencontrer a fait plus de 4000 km à pied sur les chemins de Compostelle et les chemins de pèlerinage du monde. C'est pas rien. Elle a sorti aux éditions Ouest France l'ouvrage que vous voyez là, Guide des chemins de pèlerinage du monde. Mais c'est pas de randonnée pure et dure dont on va parler aujourd'hui, mais de chemin au sens propre et au sens figuré. Parce que si la vie est sacrée, Fabienne en sait quelque chose, puisqu'en fait, dans sa vie, à l'âge de 35 ans, elle a frôlé la mort. Et d'autres événements, en plus de celui-là, ont fait qu'elle a fait beaucoup de transformations dans sa vie, mais elle va nous en dire plus elle-même. Bonjour Fabienne, merci Bonjour d'être avec Marie-France. nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, te présenter avec tes mots? Alors je vais me présenter de manière aussi atypique que ce que je suis vraiment, c'est-à-dire que je suis un électron libre intuitif. Je crois plus dans la vie au développement de différentes capacités qu'à la faculté de l'individu à rentrer dans des cases. Parce que pour moi, il n'y a pas deux individus identiques. Chaque individu cumule et accumule des expériences et les enseignements de ces expériences. Et c'est pour ça que je me qualifie comme ça. Alors, pour donner des choses un petit peu plus concrètes, je suis femme de communication, journaliste et blogueuse. Je suis une passionnée de voyage depuis mon adolescence. J'ai fait un tour du monde. Et je suis pèlerine et randonneuse sur les chemins de Compostelle et les chemins de pèlerinage du monde. Je suis également énergéticienne puisque suite à la maladie que j'ai contractée à l'âge de 35 ans, j'ai étudié pendant une vingtaine d'années les causes des maux et des maladies et j'en ai développé des capacités de soins et d'accompagnement des autres dans leurs interrogations profondes. Tu es partie faire ton chemin à Compostelle, c'était en 2012, c'est bien ça? Je suis partie le 5 mai 2012, parce que ça, ce sont des dates extrêmement marquantes, comme l'expérience qui a suivi. Je me plais à dire que je n'étais ni randonneuse ni pèlerine. Alors je marche beaucoup en voyage, quand je pars, j'aime bien visiter, je visite les villes, je visite beaucoup à pied, mais je ne me qualifiais pas comme randonneuse. D'ailleurs, ma grande interrogation quand je suis sortie de la cathédrale du Puy-en-Velay, c'était est-ce que je vais y arriver? J'ai 1500 km devant moi, j'ai jamais fait ça, je ne suis pas particulièrement entraînée, alors je suis relativement sportive, mais j'avais, comme beaucoup d'ailleurs, des grandes craintes, mais si je témoigne de ça, c'est aussi pour dire à ceux qui se posent les mêmes questions, c'est-à-dire qui ont très envie de partir sur ces chemins, que ce soit ces chemins d'ailleurs ou d'autres chemins de randonnée, qu'il ne faut pas avoir peur, c'est-à-dire si vraiment vous sentez que vous avez envie de partir, eh ben, vous n'avez pas d'expérience, c'est pas très grave. Vous allez faire votre expérience en chemin. Alors évidemment, dans ces cas-là, il ne faut pas faire 30 km le premier jour, mais vous allez faire votre entraînement sur le chemin. Si vous marchez 5 km, 10 km par jour, c'est pas grave, de toute façon c'est votre histoire. Et vous ferez votre entraînement en chemin, et si vous écoutez votre corps, si vous écoutez les signes que vous donne votre corps, et si vous ne dépassez pas vos limites, vous y arriverez. Et c'est pour ça que je dis ça, que je n'étais au départ ni randonneuse ni pèlerine. Alors les gens me disent maintenant, après 4000 km, est-ce que tu peux toujours dire que tu n'es ni randonneuse ni pèlerine? En tout cas, tu en as le look, je vous laisse juger. Voilà. Donc, toute l'identité visuelle est là. Maintenant, c'est sûr que je me sens pèlerine dans le cœur et au sens de l'esprit pèlerin qu'il y a sur ces chemins. Quel genre de transformation intérieure peut-on vivre quand on est, comme tu aimes le dire dans ton bouquin, ni randonneuse ni pèlerine? Alors, dans cette expérience vers Compostelle, il y a la dimension supplémentaire de la marche, c'est-à-dire le rapport avec le corps, le rapport avec l'exercice quotidien, l'immersion totale dans la nature, puisqu'on est en permanence
dans la nature, on est en permanence aussi parfois en proie avec les éléments extérieurs, c'est-à-dire qu'on peut marcher sous le soleil 35-40 degrés, on peut marcher dans le froid, on peut marcher sous la pluie pendant des jours, certains marchent dans la neige, moi ça ne m'est pas arrivé. Et donc il y a la dimension exercice physique et parfois aller jusqu'au bout de soi-même et de ce que l'on est capable de faire. Donc sinon on apprend en chemin à bien écouter son corps pour ne pas dépasser ses limites, puisque moi je dis souvent que l'essentiel c'est d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, d'accord, mais d'arriver en bon état. Parce que je peux vous assurer que certains arrivent vraiment en piteux état. Physique, tu veux dire ? Physique, ouais. Et avec des blessures dont ils mettent parfois 6 mois, 1 an à se remettre. Et là, à mon sens, après chacun vit l'expérience qu'il a envie de vivre, mais on n'est pas là pour se détruire, on est là pour se reconstruire souvent, pour pardonner souvent. Justement, est-ce que toi tu pourrais nous partager 1 ou 2, 3 prises de conscience que tu as eues pendant ce voyage sur toi, sur la vie ? C'est qu'à chaque fois que je reviens de ces chemins, je suis donc partie 6 fois maintenant, sur des chemins de distance variable. À chaque fois, je reviens avec toujours plus de force. Et je la sens physiquement, mais c'est comme une force intérieure, c'est-à-dire, je ne sais pas bien l'expliquer, c'est pas que je vais pouvoir aller casser plus de cailloux après, mais c'est comme une force intérieure et c'est aussi une force d'affirmation de ce que je suis vraiment. Les chemins de Compostelle, donc c'était pour moi une suite logique, c'était le 3e grand événement de ma vie. J'ai une maladie de Hodgkin, un cancer des ganglions lymphatiques à l'âge de 35 ans, ce qui est assez jeune. Pas jeune pour cette maladie, mais assez jeune dans la vie. Donc j'avais déjà eu 2 grandes expériences de vie qui m'avaient fait beaucoup réfléchir sur le sens de ma vie, trouver un certain nombre de réponses. J'avais déjà eu 2 événements avant extrêmement transformateurs. Peut-être que comparé à d'autres personnes, la transformation a été moindre ou moins catégorique. Parce qu'il y a des gens, après le chemin de Compostelle, qui changent complètement de vie. Moi, je l'avais fait après mon tour du monde. Et encore une 2e fois après ma maladie. Toi, il y a eu 3 manches. Voilà, j'ai eu 3 manches. Voilà. Donc là, c'était la 3e, il y en aura peut-être d'autres. Puis pour rebondir sur ta question tout à l'heure, en quoi les chemins de Compostelle t'ont transformé. Quand je suis rentrée des chemins, on m'a demandé de communiquer, d'écrire sur mon expérience sur les chemins de Compostelle. J'avais été journaliste spécialisée dans les technologies de communication. J'ai créé un site internet qui s'appelle donc pèlerindecompostelle.com. Je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai phénomène dans le monde entier, c'est-à-dire que les pèlerins, quand ils rentrent de leur expérience en Europe, quels que soient les pays du monde, créent des associations pour se regrouper et pour parler de leur expérience et pour donner des informations aux prochains candidats au départ, mais souhaitent retrouver l'atmosphère dorée très particulière de ces chemins. Et ils se lancent dans des recherches historiques dans leur propre pays, sur d'anciens chemins de pèlerinage qu'ils réhabilitent, ou sur des personnages qui ont marqué spirituellement leur pays, qu'ils peuvent créer de toutes pièces des chemins sur les traces de ces personnages-là. Et donc je me suis rendu compte de ça dès début 2016, quand j'ai créé cette revue de presse internationale, et là je me suis dit, il y a vraiment un phénomène mondial, et donc il y a matière à faire un livre sur le sujet. Et donc ça a commencé comme ça. J'ai collecté de manière assez passive au fil de mes revues de presse les noms des chemins, les informations sur les chemins. J'ai présenté le dossier à un éditeur en novembre 2017. Mon projet a été accepté immédiatement et je me suis là lancée pour le coup dans une recherche passive. J'ai pas la prétention d'avoir une liste exclusive, mais enfin j'ai quand même collecté des informations sur un bon millier de chemins. Il y en a 800 dans celui-ci. Bon, c'est titanesque comme collecte d'informations. C'était un travail titanesque effectivement. D'autres parlent de travail de Romain, et surtout que j'ai voulu vraiment qu'il sorte, j'ai souhaité qu'il sorte en 2018. C'était un pari avec l'éditeur qui m'a suivi sur le sujet, mais du coup j'avais 10 mois pour le réaliser, ce qui était vraiment très peu. C'est vrai qu'on peut le dire, tu en parles dans l'introduction de ton livre, en 2018, pendant l'écriture de ce livre, tu as perdu ton papa de façon très brutale et tu as dû assumer la sortie de ce livre. Comment tu as fait pour trouver le courage et la force intérieure, justement, dont on parlait, pour pouvoir continuer ce travail ? Effectivement, mon père est décédé 3 semaines avant la remise supposée du manuscrit.
Sachant que j'avais déjà un délai très court pour réaliser ce livre, donc j'avais pas de marge. J'ai arrêté de travailler pendant 3 semaines et mon éditeur m'a dit il avait beaucoup d'empathie, hein, et il m'a dit mais malheureusement on ne peut pas différer la publication de ce livre parce que tout est déjà enclenché. Et je lui ai dit d'accord, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne savais pas, je savais pas comment j'allais retrouver la force, comment j'allais surtout réussir à me concentrer. Je sais toujours pas comment je l'ai trouvé. Non. J'ai eu la chance d'avoir de très bons amis qui ont été présents, qui m'ont secondé auprès de ma mère. Je suis fille unique, donc je me suis retrouvée avec toute la gestion de la situation sur les épaules. Et donc j'ai eu la chance d'avoir ces très bons amis qui m'ont dit t'inquiète pas, on est là, on va venir tenir compagnie à ta mère. Comme ça va te laisser, ça va te permettre de travailler, parce qu'il fallait que je travaille 14-15 heures par jour, enfin jusqu'à épuisement. C'est-à-dire, je sais pas, je pense que j'ai été aidée, ce que moi j'appelle l'effort supérieur. Je pense que nous les pèlerins, on dit souvent que Saint-Jacques nous fait des clins d'œil. C'était pas possible autrement, surtout dans ces conditions morales et émotionnelles et traumatiques, extrêmement traumatiques, et dans le délai qu'il nous restait. Moi je pense dans la vie qu'on se sert de toutes les connaissances que l'on a pu acquérir, et donc là pour le coup je me suis servi de mes connaissances dans la gestion des émotions. Et donc en particulier des élixirs floraux et minéraux. Bon, beaucoup d'entre vous connaissez certainement les fleurs de Bach. Il y a d'autres gammes d'élixirs, et c'est aussi l'Inde Vedada. Et les huiles essentielles en olfactothérapie qui sont d'une puissance extraordinaire. D'ailleurs, j'ai découvert leur puissance, je le savais intellectuellement. Bien évidemment, c'était la première fois que je perdais mon père. Et donc, je me retrouvais dans ce genre de situation, et j'ai pu en mesurer la puissance pour la gestion des émotions. C'était assez phénoménal. Donc, je pense que dans la vie, plus on accepte de vivre des expériences atypiques qu'on n'avait pas prévues, plus on développe sa capacité d'adaptation, et plus on prend confiance dans notre capacité à gérer des situations qu'on n'a jamais vécues, et donc moins on a peur, etc. etc. Une des questions que j'aime à poser dans mes interviews, c'est comment on fait pour garder les bénéfices du voyage qui nous connectent à cet instant présent, comment on le ramène dans le quotidien, dans cette sédentarité. Là, je vais peut-être répondre par une anecdote. Quand j'ai appris que j'étais malade, au début, je me suis dit, bon, ok, mon état était grave quand même, on m'avait dit que mon état était grave, et je me suis dit, et comme je suis quelqu'un de très organisé, je me suis dit, je vais écrire le discours pour mon enterrement, comme ça, je suis sûr de ce qui sera dit, enfin voilà. Et puis là, très, très, très rapidement, je me suis dit, bon, évidemment, si tu pars comme ça, c'est sûr que tu vas y aller. Donc, tu vas te mettre des pensées positives dans la tête, et tu te sors ce genre de pensées. On a tous peur de la mort quand on annonce une maladie grave. Et là sont revenus les enseignements essentiels de mon tour du monde, qui étaient vis l'instant présent, essaye de te faire plaisir chaque jour, même si c'est 5 minutes par jour, parce que c'est vrai que quand vous êtes sur un lit d'hôpital, un peu légume parce que complètement anéanti par les traitements qui vous laissent sans force, mais que vous avez quand même le cerveau qui fonctionne, vous pouvez ne serait-ce que penser à un moment dans votre vie où vous avez été heureux, pris du plaisir, senti une belle fleur. C'est-à-dire que vous pouvez, c'est de la visualisation en fait, vous pouvez vous remémorer ces souvenirs-là, et donc retrouver l'émotion de plaisir qui allait avec. Et ça, c'est souvent ce que j'ai dit aux gens que j'essayais d'aider. Je leur disais, mais commencez par vous obliger à vous faire plaisir 5 minutes par jour. Souvent, les gens me regardent, l'air de dire, ah, 5 minutes, même 5 minutes, je n'y arrive pas.
j'ai retrouvé en fait ces enseignements du voyage. J'avais pas complètement oublié, mais là j'étais dans une situation d'urgence et extrême, et je les ai réappliqués. Et tous les jours, ça a duré. J'ai eu 8 mois de traitement. Tous les jours, je me disais, tu te débrouilles pour te mettre du positif dans la tête, pour, en face des pensées négatives qui pouvaient arriver, mettre des pensées positives, mettre un air de musique qui me plaisait, une odeur qui me plaisait, enfin bon. Et tous les jours, j'essayais de me faire plaisir. Et après, je me suis dit, 5 minutes, ok, tu commences par 5 minutes, après 10 minutes, un quart d'heure, nanana. Le but du jeu, c'est d'arriver chaque jour à se faire plaisir pendant 24 heures. C'est-à-dire que toutes tes activités, quelles qu'elles soient, ton travail aussi, enfin ton activité rémunératrice, et que toutes tes activités te fassent plaisir. Parce que la seule chose tangible, c'est l'instant présent et le corps. Et oui. Voilà. C'est pour ça que je suis très à l'écoute du corps. C'est aussi ce que cette expérience de vie m'a apprise. Et ça, justement, je la mets en pratique sur les chemins. Quand mon corps me dit quelque chose, je l'écoute et je force pas pour aller plus loin. J'essaye de l'écouter. Je peux là aussi vous donner un exemple. J'ai eu une tendinite sur mon premier chemin. J'avais problématique à régler, courrier à expédier pour expliquer des choses, et puis j'avais pas osé l'expédier. Voilà, je l'avais déposé à une de mes amies chez qui j'avais laissé ma voiture, et donc je marche. Au bout de 3 jours, tendinite. Tendinite, je ne pouvais plus poser le pied par terre. Et là, je me suis dit, ma fille, si tu veux aller à Compostelle, tu as intérêt d'abord à poster ton courrier et à résoudre la problématique. C'est évident que tendinite, c'était lié à ce contexte. C'était lié à ce contexte-là. Ah oui. C'était évident, c'était un truc que j'osais pas. Enfin, c'était une problématique qui s'était posée depuis des mois, que je n'arrivais pas à régler, et problématique relationnelle que je n'arrivais pas à régler. Et mon corps m'a dit, maintenant tu règles, sinon tu vas pas à Compostelle, tu vas pas plus loin, parce que je pouvais plus poser le pied par terre. Voilà. Donc, et donc ça, c'est l'instant présent. C'est-à-dire ton corps, il te ramène toujours à l'instant présent. C'est-à-dire si tu as mal quelque part, ça t'empêche de faire quelque chose. Et donc ça, c'est très concret. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, à la suite de cette maladie, tu t'es spécialisé dans l'étude des causes, des maux, des maladies. Toi, concrètement, à chaque fois que tu as un bobo, on va parler très simplement, tu te dis, tiens, quel est le contexte, quel est le sens à ce problème, et à chaque fois, le fait de comprendre le contexte fait bouger les choses ? Ah oui, complètement. D'accord. Pour reprendre rapidement l'historique, après cette maladie, je me suis dit, maintenant ma fille, il va falloir que tu réfléchisses à ce qui s'est passé. Parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. J'en étais déjà intuitivement convaincue, mais plus j'ai étudié ces maux et ces maladies, et on va dire au sens large les dysfonctionnements humains, parce qu'on peut ne pas être malade physiquement, et on peut avoir des problématiques émotionnelles, relationnelles, dans nos activités, enfin bon, toutes sortes de problématiques. Et on peut élargir ça aussi au dysfonctionnement collectif. Enfin, j'ai progressivement élargi ma recherche au dysfonctionnement collectif, puisque l'être humain, il s'inscrit dans un tout, il s'inscrit d'abord dans différents groupes familiaux, professionnels, de différentes activités philosophiques, etc., etc. Et après, dans une nation, et dans un continent, et puis sur la Terre, ok, et puis je pense qu'on n'est quand même pas seul dans l'univers, c'est ma conviction profonde, mais et qu'il y a des interrelations entre les différents modes de vie. Alors j'aime pas trop quand on parle des petits hommes verts, parce que je trouve que c'est quand même extrêmement réducteur, mais je vois pas pourquoi il y aurait pas d'autres intelligences. Je parle plutôt d'intelligence, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est pas la forme physique, c'est le fond, et c'est l'intelligence, et c'est la connaissance qui peut être échangée entre deux intelligences, quelle que soit la manifestation physique, qui pour moi n'a pas beaucoup d'importance. Et donc chaque maladie, pour toi, a un sens profond et une intelligence. La maladie a son intelligence. Oui, parce que c'est pas facile à entendre,
Non, quand ça on n'est pas à ce stade de oui, compréhension, tout à fait, pour nous, oui, on se sent plutôt victime de nos oui, problèmes, tout à fait. physiques, Mais si, notamment. alors ça, c'est d'autres l'ont étudié avant moi. Moi, Oui. je l'ai complètement intégré parce que, Oui. à force de l'expérimenter sur mon propre corps, dans l'observation des dysfonctionnements des autres, Oui. pour moi, c'est aujourd'hui une intime conviction. Oui. Je n'en ai évidemment pas à la paternité ou la maternité, puisque et notamment les médecines orientales, donc la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, je ne les connais pas toutes, ont depuis plus de 6000 ans, par exemple pour la médecine chinoise, écrit les liens entre les émotions, les circuits énergétiques dans le corps, la psychologie de l'individu et les manifestations physiques. Donc ce sont des Interrelations. oui, voilà, ouais, interrelations. Entre le physique, l'émotionnel, Complètement, l'intellectuel, ouais. les autres, Oui, nous, voilà. notre histoire, Sa place dans l'univers. Alors, pour simplifier, pour schématiser, on a deux grands niveaux de conscience qu'on pourrait appeler la conscience supérieure et la conscience ordinaire. La conscience supérieure, d'autres l'appellent le maître intérieur, l'âme, Dieu, les guides, chacun appelle ça comme il veut, qui est pour moi notre véritable intelligence, qui est quelque chose d'assez impalpable et invisible, mais qui est là évidemment au quotidien, et qui se manifeste de différentes manières. Donc, qui se manifeste par le corps. Pour moi, les mots du corps sont l'expression d'une disharmonie entre la conscience supérieure et la conscience ordinaire, c'est-à-dire Et c'est quoi la conscience ordinaire ? Là aussi... Est-ce que c'est notre ego ? Parce qu'après, il peut y avoir une bataille de... Il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi, des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres et tout ça, qui sont beaucoup plus qualifiés que moi sur le vocabulaire à utiliser. Oui. Moi, je dirais que la conscience ordinaire, c'est effectivement notre mental, notre partie consciente. En fait, certains disent l'inconscient, le conscient, voilà. Moi, je ne veux pas entrer trop dans ce... Oui, c'est complexe. Je veux pas trop entrer dans ce débat autour du vocabulaire, essayer plutôt de... Le mental, on peut dire. Oui, voilà, on peut dire ça, ouais, on peut dire ça. L'âme, l'être intérieur, se sert du corps, je veux dire, quand elle veut vous dire... Là, tu vas peut-être pas tout à fait dans la bonne direction, tu n'as peut-être pas pris la bonne décision, il faudrait peut-être que tu vives cette expérience-là, tu n'es pas dans la bonne émotion, tu dois travailler sur ta colère, sur tes peurs, sur ta tristesse, etc. etc. Donc l'âme va se servir du corps, mais elle va se servir aussi de ce qu'on appelle les synchronicités, c'est-à-dire on a tous vécu des expériences où on était en train de se poser des questions sur un sujet quelconque. On monte dans sa voiture le matin, on va bosser, on allume la radio, et ils répondent à notre question, dites donc. Et ça, on a tous vécu ce genre d'expérience, ce qu'on appelle les synchronicités, ou bien vous allez vous promener dans votre ville, dans la rue, et vous retrouvez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis belle lurette, et qui va vous parler du sujet qui vous préoccupe en ce moment. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les synchronicités. Et je vais faire une petite parenthèse sur les chemins. J'ai le sentiment, et je ne suis vraiment pas la seule, que sur les chemins, tous ces phénomènes énergétiques et de synchronicité sont amplifiés. Donc parfois c'est d'ailleurs un peu épuisant, et c'est d'autant plus transformateur que, voilà, comme tout est amplifié par rapport à la vie courante, vous avez des chances, en partant sur ces chemins, d'être un peu bousculé sur les problématiques que vous avez à régler, et qui sont conscientes ou non conscientes. En général, on se pose souvent des questions avant de partir. Et d'avoir un processus de transformation plus rapide. Pour donner peut-être quelques outils, il y a des... puisque je parlais des synchronicités, quand à la fin de ce traitement, j'ai deux amis qui m'ont mis, qui n'étaient pas forcément dans ces démarches-là, qui m'ont mis 2 livres entre les mains, qui ont été capitaux pour moi. Le premier était « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » de Michel Odoul.
qui lui se base sur les principes de la médecine taoïste et sur son expérience de praticien de shiatsu, et beaucoup plus large que ça, puisqu'il a aussi travaillé sur les travaux de Jung, qui lui a tenu compte de la pensée orientale. Et le deuxième livre, c'était Aïe mes aïeux. Donc on m'a mis dans les mains un livre sur les causes des maux et des maladies en fonction de leur localisation dans le corps. Et j'ai accroché immédiatement. Depuis, chaque fois qu'il y a un livre qui sort sur le sujet, j'en achète un, donc ma bibliothèque en est pleine. Et on m'a mis un livre sur la psychogénéalogie, c'est-à-dire sur l'héritage transgénérationnel dans nos vies, et sur le fait que souvent, on est comme dans une pièce de théâtre et on joue des scènes que nos ancêtres n'ont pas osé jouer pour des raisons qui leur appartiennent. Mais en fait, on joue les scènes qui appartiennent à nos ancêtres et donc on n'a pas le temps ou pas la place de jouer nos propres rôles. Tu as souvent égrené dans la conversation la notion de regard des autres. Comment toi tu fais pour assumer qui tu es, braver le regard des autres, par exemple ? C'était quelque chose de très difficile pour moi, parce que je me suis toujours sentie un peu différente. Et je pense que la première des choses à faire, c'est de travailler et travailler et travailler encore, parce que c'est pas simple, sur soi, pour accepter sa propre différence. Et c'est vrai que des expériences comme celle que j'ai décrite, mais il y a tout un tas de méthodes, à chacun de trouver sa méthode, la méthode qui résonne en lui. Il y a un personnage très connu qui a dit un jour que pour réussir sa vie, il fallait avoir une Rolex à 50 ans. Bon, vous avez sans doute compris que je ne pouvais pas vraiment partager ça. Pour moi, réussir sa vie, c'est tout faire pour comprendre réellement qui on est. Donc l'identité véritable que l'âme est là pour nous enseigner. C'est pas facile. Je vais pas vous dire qu'un claquement de doigts vous allez y parvenir. Souvent, il faut passer par des expériences un peu délicates, voire traumatiques, parce que c'est là vraiment que vous allez vous poser des questions. Je m'en suis rendu compte avec les personnes que j'ai accompagnées. Et on pourrait l'éviter, je pense. On pourrait l'éviter. Je suis en avance sur les compréhensions. Je suis persuadée qu'on pourrait l'éviter, parce que ce qu'il faut dire, ce qui me semble important, c'est que avant d'arriver à un point de rupture, donc qui peut être une fracture, une maladie grave, un accident de voiture, un divorce, un burn-out, voilà, ce que j'appelle des points de rupture, dont il est assez difficile de se relever, il y a toujours eu des signaux avant. Et s'il y avait une chose que l'on pouvait enseigner aux enfants et qui serait fondamentale pour moi, c'est justement d'apprendre à écouter les signes. Et si on le faisait... Parce que les enfants, ils sont doués pour ça. Les enfants de 2-3 ans, ils arrivent, ils sont encore très, très malléables, et en plus, ils ont ça naturellement. Ils n'ont pas de filtre. Ils n'ont pas de filtre. Pour eux, c'est complètement naturel. Et donc, si on pouvait rendre un service aux futures générations, ce serait de leur apprendre à écouter les signes. Et d'ailleurs, Michel Odoul, j'utilise souvent cette métaphore. Il dit... quand il décrit l'être humain, il parle d'une calèche avec des vitres opaques, avec des rideaux noirs, voilà, et à l'intérieur de la calèche, il y a un passager. Et il y a un cocher. Et donc, le cocher serait la conscience ordinaire, et le passager serait l'âme, l'être intérieur, la conscience supérieure. C'est bien le passager qui donne l'ordre au cocher d'aller d'un point A à un point B. Et pas l'inverse. Et donc j'aime beaucoup cette métaphore parce que ça explique le fonctionnement de l'être humain. Et moi maintenant je fonctionne tout le temps comme ça. C'est-à-dire pour ça que je disais au tout départ que je suis un électron libre intuitif. Alors c'est électron libre au sens où quand vous suivez votre intuition, et si vous considérez que vous êtes un être unique au monde, qu'il n'y en a pas deux comme vous, et si on intègre la notion de réincarnation, alors personne n'est obligé d'y croire, c'est ma conviction profonde, mais
à chacun de faire son chemin. Mais si en plus on intègre cette notion-là, on comprend bien qu'il ne peut pas y avoir deux êtres identiques, puisque il ne peut pas y avoir deux êtres à avoir vécu exactement la même vie, la même succession de vie. Donc pour moi, chaque individu est unique. Il faut l'aider à comprendre qui il est vraiment et à avancer progressivement vers ce qu'il est vraiment. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des cases. La société actuelle, moderne, veut tous nous mettre dans des cases et codifie, tout est codifié. Mais comme chacun est unique, sinon il y a combien d'habitants sur la planète ? 7 milliards. Et il faudrait 7 milliards de cases. Et là, on pourrait vous faire entrer dans une case, mais sinon c'est pas possible. Admettons, si on est très rationnel, parce que parfois, voilà, on peut l'être, analytique et rationnel. Finalement, des fois, ça peut faire un peu peur, tout ce programme, à se dire, mais en fait, c'est épuisant déjà d'avance, on se dit, à quoi ça sert, en fin de compte. Et si je gardais pas ma vie comme elle est, comme ça, là, sans rien changer chacun est libre, chacun est libre. Moi, j'ai quoi comme intérêt à être intuitif ? Moi, j'ai un critère, et ça, c'est un critère qui peut parler à tout le monde, c'est... si vous vous sentez à l'équilibre sur le plan mental, physique, tout à fait. énergétique et émotionnel, tout va bien, vous n'avez pas de questions à vous poser. S'il y a un déséquilibre sur l'un de ces plans, alors quand je dis déséquilibre, c'est pas forcément les grandes urasses émotionnelles ou une fracture, voilà, ça peut être un inconfort. Si vous sentez qu'il y a un déséquilibre sur l'un de ces 4 plans, ça vaut vraiment le coup de se poser des questions parce que c'est jamais confortable d'être en déséquilibre. Donc, moi, ma vie, mes critères sont ceux-là. C'est-à-dire, si tout va bien sur ces plans, voilà, ça roule. Mais dès qu'il y a un des plans, par exemple, dès que j'ai une émotion, maintenant, au bout de 20 ans, je suis dans une relative stabilité émotionnelle, mais je vous rassure, malgré tout ce travail, enfin je ne sais pas si je vous rassure d'ailleurs, mais malgré tout ce travail, ça m'arrive encore d'être dans des états émotionnels un peu forts et un peu déstabilisants. Donc je prends mon bâton de pèlerin, ce qu'elle de le dire, ou mes bouquins, ou mes élixirs floraux, ou mes huiles essentielles, et puis je me connecte à ma conscience supérieure, et je dis qu'est-ce qui se passe encore quand même déjà fait 4000 bornes pour le pardon, là, et puis j'ai bossé pendant 20 ans sur tout un tas de trucs. Parfois c'est décourageant. On peut le dire, parfois c'est décourageant. Tous les gens qui font un travail sur eux passent par des phases où ils disent j'en ai marre, finalement ça sert à rien. Si j'avais su, je serais resté comme avant, j'aurais rien fait. Mais c'est tellement. Mais on arrive, si on est persévérant, on arrive toujours à surmonter et à rétablir l'équilibre. La vie est une question d'équilibre, et donc on est en permanence en quête d'équilibre. Je dis souvent, par exemple, sur les déséquilibres de toute nature, d'ailleurs, c'est que quand on commence comme ça à réfléchir au sens de sa vie et à essayer d'aller vers son essentiel, on est dans des déséquilibres avec des amplitudes assez importantes. Et progressivement, quand on travaille sur soi, l'amplitude du déséquilibre se réduit. Et après, à la fin, on est toujours dans une recherche d'équilibre. Je ne pense pas qu'on arrive, j'en sais rien peut-être, mais ça c'est pour les grands sages et ce sera peut-être dans d'autres vies, mais pour moi en tous les cas. Mais peut-être que les grands sages arrivent à un équilibre parfait, permanent. Je ne suis pas sûre, parce que dans les discours des grands sages, des grands maîtres, je pense qu'ils disent aussi que ils sont obligés eux aussi de continuer à travailler sur eux. Donc, mais en tous les cas, par expérience et par observation des autres, on arrive à un moment à une amplitude de déséquilibre qui est extrêmement réduite et donc qui est plus si inconfortable que ça. Et donc quand on voit qu'on a un petit déséquilibre, il faut réagir immédiatement. Le but, moi, le grand enseignement de ce passage qu'a été la maladie, sachant que c'était complètement lié au reste de ma vie et tout ça, ça a été dès que
ton corps se manifeste, dès que ton âme t'envoie un message, par quelque moyen que ce soit, le passager dans la calèche. Le passager dans la calèche, quand il a quelque chose à dire, écoute-le et essaye de comprendre son message pour rétablir l'équilibre. Si tu restes en déséquilibre, si tu ne fais rien pour rétablir l'équilibre, le déséquilibre va s'amplifier. Et moi, je me suis juré d'essayer, j'ai pas la prétention d'y arriver parce que c'est pas facile tous les jours, mais d'essayer de ne plus retourner jusqu'à la rupture. Oui, tout à fait. Oui. Pour l'instant, ça fait 20 ans, quand même, pour la petite histoire, ça fait 20 ans que je n'ai pas vu un médecin. Alors, non pas parce que je ne veux pas aller les voir, mais parce que je n'en ai pas eu besoin. J'ai utilisé beaucoup plus de méthodes naturelles, parce que c'est plus mon choix. Je ne suis pas dans l'opposition des deux approches. Pour moi, les deux approches sont très complémentaires. Je n'ai pas sectaire. Mais pas du tout, pas du tout. Mais quand même, voilà. Le résultat est là. Le résultat est là, médecin, voilà. C'est chouette aussi. Quoi. Voilà. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que le premier pas pour du coup se connaître et réussir à être confortable si on se sent différent à un moment donné dans sa vie ou si on est un peu dans le malaise, le premier pas serait d'aller marcher? Je ne pourrais que vous encourager à partir marcher sur les chemins, parce que c'est une expérience hors du commun, comme les Tours du Monde. Je mets, moi en tous les cas, je mets mes expériences sur le chemin au même niveau d'intensité et de plaisir, d'extraordinaire que le Tour du Monde. Et je ne pourrais que vous inviter à partir, parce que vous y retrouverez, et ça c'est important, vous y retrouverez des valeurs qui, à mon sens, sont un peu en berne dans la société. Sur les chemins, tu veux dire. Oui, vous retrouverez sur les chemins des valeurs qui sont un peu en berne dans la vie de tous les jours, à savoir des valeurs de fraternité, d'authenticité, de solidarité. On ne laisse jamais un pèlerin sur le bord de la route. Quel que soit le problème qu'il a. Les chemins vivent beaucoup grâce au bénévolat. C'est important pour moi aussi de parler de tous ces bénévoles. La plupart du temps, les gens, quand ils partent sur les chemins, enfin la plupart du temps, en tout cas, certains d'entre eux reçoivent tellement, estiment qu'ils ont tellement reçu, qu'ils veulent donner à leur tour pour permettre à d'autres de partir. Et évidemment, quand on marche 15, 20, 30 km par jour. Alors, il y a des grands marcheurs qui peuvent marcher 40 km, certains 50. Enfin, bon, c'est quand même extrêmement rare. Donc, évidemment, quand vous avez 1500 km à faire, vous faites le calcul vous-même. Moi, ça m'a pris 71 jours pour aller pour la première fois. Et bien, 71 jours, c'est 71 jours de budget. Tout est fait sur ces chemins, notamment sur les chemins les plus fréquentés, pour limiter au maximum les dépenses des pèlerins. C'est-à-dire pour rendre la chose possible pour tout un chacun, quels que soient ses moyens. Et pour que ça soit possible, il y a beaucoup d'anciens pèlerins qui deviennent bénévoles et qui deviennent hospitaliers dans les auberges pour pèlerins, qui deviennent accueillants dans les bureaux pour pèlerins. Toi aussi, tu as fait ça. Moi, je suis accueillante au bureau de Saint-Jean-Pied-de-Port. Dès mon premier chemin, je me suis dit, ben oui, moi je ferai ça aussi. Eux, ils m'ont permis de vivre cette expérience hors du commun. Donc, il est tout à fait normal pour moi de donner à mon tour. Merci beaucoup Fabienne, parce qu'avec cette conversation, du coup, on comprend vraiment bien tout ton univers et ça permet d'aller plus loin par rapport à ce livre. Hein. C'est pas juste le recensement de 800 chemins. Ce livre, en fait, pour toi, c'est vraiment l'aboutissement de tout un cheminement de vie. Donc chemin, cheminement, et c'est ça qui est très intéressant à comprendre. Est-ce que tu veux, pour les personnes qui ont été interpellées par ton parcours, par ce que tu as dit et par ton livre, est-ce que tu veux partager ce qui va venir sur ton actualité et comment acheter le livre, par exemple? Alors, pour le livre, j'ai créé un site internet qui s'appelle Chemin vers le sacré. C'était un titre qui me tenait à cœur et que j'aurais bien aimé d'ailleurs pour ce livre.
Et donc, vous pouvez aller sur ce site pour en savoir un petit peu plus sur ce livre et puis pour le commander si vous voulez un exemplaire dédicacé par exemple. Sur ces 2 sites, vous avez vous pouvez rentrer en contact avec moi. D'ailleurs, beaucoup de gens me posent des questions très pratiques sur les chemins, donc surtout n'hésitez pas. J'ai aussi une page Facebook qui s'appelle Pèlerin de Compostelle. Et il y a d'autres livres aussi en perspective du coup, si on a bien compris. Tu as déjà des manuscrits de prêt. Oui, tout à fait. Enfin, ils ne sont pas tout à fait terminés, mais disons qu'il y aura deux grands domaines dans lesquels j'aimerais continuer à m'exprimer. Oui. Comme vous l'avez compris, c'est bien évidemment, sans ordre de priorité d'ailleurs, bien évidemment les chemins de pèlerinage. Et aussi, bien sûr, les causes des maux et des maladies et comment un événement de rupture dans sa vie peut permettre une transformation et comment aider les gens à comprendre le sens de leur vie et à avancer vers leur être véritable. Ça sera le mot de la fin, tu as partagé énormément. Merci infiniment Fabienne. Je crois que j'ai été bavarde comme d'habitude. Mais... Merci à toi Marie-France de m'avoir permis de m'exprimer et merci à vous tous et en espérant vous avoir donné envie de vous intéresser à ces différents sujets. Oui. Merci à vous d'avoir été là. On vous retrouve sur les sites de Fabienne. On vous retrouve aussi sur Woman on Tour, dans la playlist interview. Plein d'autres interlocuteurs à découvrir. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Buen camino.